Bonjour. Dans cette capsule, nous allons parler des immunosuppresseurs utilisés dans les maladies systémiques auto-immunes. Il existe deux principaux types d'immunosuppresseurs, les antimétabolites, méthotrexate, azatioprine, acide mycophénolique et mycophénolate mofétyle, et les agents alkylants comme le cyclophosphamide, qui est le chef de file. Tous ont une cible identique, l'ADN cellulaire. Les alkylants se fixant au niveau des jonctions entre les brins d'ADN, les antimétabolites bloquant la synthèse des bases puriques et pyrimidiques. D'abord, les antimétabolites, ils agissent sur la biosynthèse de l'ADN. Ils interfèrent en fait avec la synthèse des acides nucléiques qui constituent l'ADN. Ce sont des bases puriques et pyrimidiques, et vous voyez avec leur sigle habituel, AG pour les bases puriques, CUT pour les bases pyrimidiques. Les agents alkylants, quant à eux, forment des ponts entre les différents constituants de l'ADN, comme ceux-ci ciblant particulièrement la guanine. Tous vont bloquer le cycle cellulaire et la division cellulaire. Sur le cycle cellulaire, ils agissent essentiellement sur la phase de synthèse de l'ADN. Ils vont inhiber la prolifération des cellules à renouvellement rapide et n'auront pas une cible précise comme des agents biologiques. Ils vont donc agir sur les cellules de la moelle osseuse, sur les cellules de la muqueuse digestive notamment. Ils auront une action proliférative qui va prédominer sur les lymphocytes T pour les antimétabolites et sur les lymphocytes T et B pour les agents alkylants. Le chef de file des antimétabolites est le méthotrexate. Son mode d'action est un inhibiteur du métabolisme de l'acide folique en inhibant de façon réversible la dihydrofolate réductase. Il bloque ainsi la synthèse des bases puriques nécessaires à la synthèse de l'ADN. Comme il est antifolate, anti-acide folique dans son métabolisme, cela justifie la prise d'acide folique à 48 heures. Il inhibe particulièrement la prolifération des lymphocytes T activés. Le méthotrexate a aussi un mode d'action très particulier anti-inflammatoire parce qu'il va agir sur une transformylase favorisant la synthèse d'adénosine. Cette adénosine libérée hors de la cellule va toucher un récepteur spécifique de l'adénosine et activer cette voie qui a un effet anti-inflammatoire puissant. Le méthotrexate n'est donc pas uniquement un immunosuppresseur. Le méthotrexate se présente en comprimé à 2,5 mg ou 10 mg. Sa posologie habituelle une fois par semaine varie de 7,5 à 25 mg. La posologie optimale pour les maladies systémiques, c'est 0,3 mg/kg semaine. On peut l'utiliser par voie sous-cutanée, en seringue prête à l'emploi ou en stylo. Nous recommandons d'ailleurs la voie sous-cutanée dès lors que la dose de méthotrexate hebdomadaire sera supérieure à 15 mg. L'AMM pour le méthotrexate dans les maladies systémiques, c'est la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite juvénile idiopathique, le rhumatisme psoriasique. Et hors AMM, le médicament est largement utilisé dans le lupus, la sarcoïdose, les artérites gigantocellulaires, la maladie de Takahashi et les vascularités en cas notamment. L'azatioprine, quant à elle, est un analogue des purines. C'est une prodrogue. Dans son métabolisme, la thiopurine S-méthyltransférase, TPMT, intervient. Et plus elle est en déficit, et plus la molécule azatioprine aura des effets toxiques. C'est pourquoi il est recommandé assez volontiers de faire un phénotype ou un génotype de la thiopurine S-méthyltransférase. Si cette enzyme est manquante ou déficitaire, cela peut amener à réduire la posologie de l'azatioprine, voire à changer d'immunosuppresseur si l'enzyme est complètement déficitaire. C'est une analogue des purines. L'azatioprine inhibe le métabolisme donc des purines et bloque la prolifération des lymphocytes activés comme le méthotrexate. Elle a une action plus tardive sur la réponse immune et peut aussi avoir une action sur le lymphocyte B. L'azatioprine se présente sous la forme de comprimés à 25 et 50 mg. Sa posologie habituelle ne doit pas dépasser 2 à 3 mg kg jour, plus volontiers 2 en pratique, en 1 à 3 prises. Son effet est assez rapide après quelques semaines, un peu moins rapide que le méthotrexate, parfois quelques mois. Dans l'AMM, on a les maladies auto-immunes dans les formes sévères, corticorésistantes ou corticodépendantes, comme le lupus, le PTI, les dermatopolymyosites, la GPA, les vascularités en cas, donc la polyarthrite rhumatoïde s'y trouve aussi. Hors AMM, l'azatioprine est utilisée dans différentes maladies systémiques, comme par exemple la sclérodermie systémique. L'acide mycophénolique est le dérivé actif du mycophénolate mofétyle. C'est un inhibiteur réversible et non compétitif de l'inosine monophosphate déshydrogénase. Il inhibe ainsi la synthèse des purines, particulièrement les guanines. Elle inhibe la prolifération des lymphocytes T et des B simultanément en parallèle. Donc aura plus de toxicité par exemple que le méthotrexate. Le médicament se présente sous la forme de comprimés pour le mycophénolate mofétyle à 250 ou 500 mg. Dans ce cas, c'est à prendre en 2 prises, en dehors des repas. La posologie habituelle est de 2 à 3 grammes.
Pour l'acide mycophénolique, c'est aussi 2 à 3 comprimés matin et soir. 180 mg d'acide mycophénolique sont équivalents à 250 mg de mycophénolate mofétyle. Son action est assez rapide en quelques semaines. Son utilisation dans les maladies systémiques est pratiquement toujours hors AMM, constamment d'ailleurs, comme le lupus systémique, les polymyosites dermatomyosites, la sclérodermie systémique et les vascularites. Les agents antimétabolites ont une toxicité assez comparable, notamment une hématotoxicité, ce qui justifie une surveillance de la numération de formules une fois par mois et de façon un peu plus rapprochée pour le mycophénolate mofétyle, toutes les semaines le premier mois, tous les 15 jours les mois 2 et 3. On fera aussi une surveillance hématologique plus rapprochée pour l'azatioprine s'il y a un déficit en thiopurine S-méthyltransférase. L'azatioprine et le méthotrexate ont une toxicité potentielle hépatique, ce qui justifie la surveillance des transaminases tous les mois. Tous les 3 peuvent entraîner des troubles digestifs qui peuvent amener la diminution des doses des médicaments, voire leur remplacement. Tous s'accompagnent d'un sous-risque infectieux et nous en parlerons plus loin. Ils s'accompagnent d'un risque carcinogène, notamment pour l'azatioprine et le mycophénolate mofétyle, ce qui justifie une surveillance dermatologique annuelle. Pour le méthotrexate, dont le risque carcinogène est moindre, il a cependant été rapporté des lymphomes non hodgkiniens, EBV, qui peuvent régresser totalement à l'arrêt du méthotrexate. Seule l'azatioprine, enfin, est utilisable au cours de la grossesse. Le cyclophosphamide est un agent alkylant. Il est de la famille des moutardes à l'azote. Il crée, lui, de véritables ponts entre les différents secteurs de l'ADN, avec des formations de liaisons covalentes inter- et intra-brun, bloquant ainsi la division cellulaire. L'effet, en plus, est directement cytotoxique sur certaines cellules à reproduction rapide, provoquant une destruction cellulaire. L'action privilégiée est le lymphocyte T et le lymphocyte B. Il entraîne une forte immunosuppression. Sa présentation, c'est en forme intraveineuse. On n'utilise plus en pratique dans les maladies auto-immunes systémiques la forme orale. L'utilisation se fait sous la forme de perfusion, d'utilisation variable, parfois de 500 mg tous les 15 jours pour 4 ou 6 perfusions. C'est le protocole Eurolupus. Parfois 0,5 à 7 grammes mètre carré tous les mois. Ou alors, par exemple, dans les vascularités en cas, on attaque à la dose de 0,6 grammes mètre carré toutes les 15 jours pour 3 injections, puis ensuite à 0,7 grammes mètre carré jusqu'à 6 cures au total. Il faut être très vigilant sur la numération formule, veiller au nadir des leucocytes à 2 semaines et juste avant la réadministration du médicament et bien s'assurer de la fonction rénale car la dose doit être réduite s'il y a une insuffisance rénale marquée, moins 30 ml par minute notamment. On sait que c'est un médicament particulièrement toxique. Il peut avoir un effet carcinogène, notamment sur la vessie. C'est pourquoi on propose une bonne hydratation, une bonne diurèse et l'utilisation du romidexan en parallèle de l'administration intraveineuse du cyclophosphamide. Il peut, chez la femme jeune, entraîner une aménorrhée, particulièrement si des doses supérieures à 10 grammes sont utilisées. C'est pourquoi on réduit aujourd'hui de plus en plus son utilisation. Et si on l'utilise, il faut donner une contraception ou des médicaments bloquant l'axe gonadotrope pour mettre au repos les ovaires. Chez l'homme, on conseille volontiers une congélation du sperme. Chez la femme, parfois, on peut discuter la préservation d'ovocytes. Il a un effet rapide. En 10 à 15 jours, bien souvent. Il a une AMM. Ce sont les maladies auto-immunes dans les formes sévères, corticorésistantes ou corticodépendantes, telles que les vascularites systémiques, notamment en cas, le lupus systémique sévère, notamment le neurolupus par exemple, les périarthrite noueuse sévère, la polychondrite atrophiante sévère. Mais on l'utilise aussi très volontiers en hors AMM, notamment dans les sclérodermies systémiques, en cas de fibrose pulmonaire, dans les neurosarcoïdoses, dans les neuro-B7 parfois. Les risques infectieux sont importants. C'est une cause fréquente de mortalité, particulièrement si ces médicaments sont associés aux corticoïdes, particulièrement s'il y a une lymphopénie à moins de 500 éléments ou une neutropénie à moins de 2000 éléments. Ces patients sont à risque de forme sévère, de pneumocoque, de grippe, de Covid. C'est pourquoi on les vaccinera contre ces 3 virus. On mettra à jour aussi le carnet vaccinal. On préviendra parfois la survenue d'herpès ou de zona par l'utilisation d'acyclovir chez les patients aux antécédents d'herpès ou de zona, notamment récidivants. La pneumocystose doit être prévenue s'il y a une lymphopénie marquée, notamment sur les CD4 à moins de 200 à 300 éléments. Il y a un surrisque d'infection à CMV et un surrisque aussi de réactivation virale B. C'est pourquoi on utilisera ces médicaments après avoir contrôlé la sérologie virale BSC. Il faut garder à l'esprit que ces médicaments sont des contre-indications à l'utilisation de vaccins vivants, qui sont, il est bon de les rappeler, la rougeole, oreillon, rubéole, varicelle zona dans sa forme actuellement disponible en France, rotavirus, fièvre jaune, BCG.
Et c'est pourquoi il est recommandé pour ces vaccins vivants atténués, s'ils doivent être utilisés, notamment varicelle zoster chez les patients aux antécédents de zona récidivant, de vacciner avant d'introduire l'immunosuppresseur ou d'attendre 3 mois après l'arrêt de l'immunosuppresseur. Il faut garder à l'esprit que le risque infectieux lié à ces médicaments est la première cause de décès des vascularités en cas, par exemple, après la rémission, et c'est une première cause de décès au cours du lupus systémique. Merci pour votre attention.